Mes parents ont donné les clés de ma maison à la famille de mon frère, composée de 5 personnes, pendant que j'allais chercher du café. Ils m'ont dit qu'elle était trop grande pour une seule personne. Bref, bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui va vous épater, mais juste avant, si vous appréciez ce contenu, cliquez sur le bouton s'abonner. La chaîne a été un peu silencieuse ces derniers temps, et votre soutien est essentiel pour que tout continue. Allons-y. Publication initiale. Honnêtement, je suis perdu et j'ai besoin d'un certain recul, car j'ai l'impression de devenir fou. Je tape et supprime ce message depuis des heures, car je n'arrive pas à croire que cela m'arrive réellement. J'ai acheté ma maison de 3 chambres il y a 2 ans après avoir travaillé d'arrache-pied depuis l'université. Ce n'est rien d'extraordinaire, une maison modeste de plain-pied dans une banlieue tranquille à environ 40 minutes du centre-ville. Mais elle est à moi, du moins c'est ce que je croyais. Je travaille comme ingénieur logiciel pour une entreprise technologique de taille moyenne, et j'ai économisé chaque centime que j'ai pu pendant 6 ans. J'ai vécu avec des colocataires dans des appartements étroits où je pouvais entendre toutes les conversations à travers des murs en papier. J'ai conduit la même vieille Honda Civic que j'avais depuis le lycée tout en regardant mes amis passer à des modèles plus récents. J'ai préparé mes repas tous les dimanches, mangé d'innombrables paquets de ramen et dit non aux vacances, aux concerts et aux sorties nocturnes, tout cela parce que j'avais ce rêve de posséder mon propre espace. Le jour où j'ai reçu les clés a été l'un des plus beaux jours de ma vie. Je me suis assis par terre dans le salon vide et j'ai pleuré. Enfin, j'avais quelque chose qui était juste à moi, un endroit où je pouvais me promener en caleçon, écouter de la musique sans me soucier des voisins et aménager mon bureau à domicile exactement comme je le voulais. La maison a 3 chambres, la chambre principale où je dors, une que j'ai transformée en bureau, car je travaille à domicile 3 jours par semaine, et une chambre d'amis qui sert également d'espace de loisirs pour construire des trains miniatures. Oui, je suis un geek. Dimanche dernier, mes parents ont appelé et ont dit qu'ils voulaient venir dîner. Ce n'était pas inhabituel. Ils habitent à environ 1 heure de chez moi et viennent me voir peut-être une fois par mois. Maman a insisté pour apporter de la nourriture, ce qui aurait dû être le premier signal d'alarme. Elle n'apporte son gratin spécial que lorsqu'elle est sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle. Vous vous souvenez quand elle l'a apporté pour me dire que papy avait besoin d'une opération? Ou quand mon chien d'enfance a dû être euthanasié? Oui, ce gratin. Ils sont arrivés vers 18 h, tout sourire et embrassade. Papa a complimenté les nouveaux arbustes que j'avais plantés devant la maison. Maman s'est extasiée sur la propreté des lieux. Nous nous sommes assis pour manger, et je passais un bon moment, en leur parlant d'une promotion que je convoitais au travail. Puis papa s'est raclé la gorge. Signal d'alarme numéro 2. James, a-t-il dit, en utilisant son ton sérieux, ta mère et moi avons une merveilleuse nouvelle à t'annoncer. Je me suis préparé au pire. La dernière fois qu'ils avaient une merveilleuse nouvelle, c'était qu'ils vendaient ma maison d'enfance pour s'installer dans plus petit, et pouvaient-ils me demander de les aider à déménager? La famille de ton frère Michael emménage chez toi la semaine prochaine. J'ai littéralement ri, j'ai éclaté de rire parce que c'était sûrement une blague bizarre. Michael est mon frère aîné, 31 ans, marié à Jennifer depuis 10 ans. Ils ont 3 enfants, Thomas, 8 ans, Ashley, 6 ans, et le petit Henry, 3 ans, le chaos incarné, tous autant qu'ils sont, bien que je les aime à petite dose. C'est drôle, maman, ai-je dit, en riant toujours. Tu as failli m'avoir, mais il ne riait pas. Il ne souriait même plus. Maman s'est lancée dans un discours préparé expliquant que Michael avait perdu son emploi il y a 3 mois. Je le savais. Il avait été licencié de son poste de responsable marketing lors d'une restructuration de son entreprise. Ce que je ne savais pas, c'est qu'ils avaient du mal à payer le loyer de leur appartement. Ce que je ne savais vraiment pas, c'est que mes parents passaient régulièrement devant ma maison en voiture, la surveillant comme des cambrioleurs, remarquant que je n'utilisais qu'une seule chambre et que j'avais tout cet espace gaspillé. C'est parfait, a expliqué maman, les yeux brillants de la ferveur de quelqu'un qui s'est convaincu que son idée terrible était en réalité géniale. Les enfants peuvent partager ton bureau. Il y a beaucoup de place pour des lits superposés. Michael et Jennifer peuvent prendre la chambre d'amis. Tu ne remarqueras presque pas qu'ils sont là. J'ai arrêté de mâcher au milieu d'une bouchée. Vous êtes sérieux? Bien sûr que nous sommes sérieux, a dit papa, en fronçant les sourcils à mon ton. Ton frère a besoin d'aide. La famille est de la famille en demandant, ai-je dit lentement, en posant ma fourchette. La famille est de la famille en demandant, pas en leur tendant une embuscade avec un fait accompli au dîner. Ne sois pas dramatique.
Maman a agité la main avec désinvolture. Nous savions que tu y réfléchirais trop si nous demandions à l'avance. De cette façon, tout est réglé. Réglé? Qu'est-ce qui est réglé? Ma voix montait. Vous ne pouvez pas simplement décider que quelqu'un emménage dans ma maison. C'est là que c'est devenu vraiment fou. Ils avaient déjà dit à Michael que j'avais accepté cela. Il l'avait déjà aidé à donner son préavis pour son appartement. On avait déjà dit aux enfants qu'ils emménageaient avec l'oncle James amusant, qui avait un grand jardin et un arbre parfait pour une balançoire. Jennifer avait déjà commencé à planifier où mettre leurs meubles. Leurs meubles, ai-je demandé, me sentant étourdi. Où exactement mettent-ils des meubles dans ma maison entièrement meublée? Oh, nous allons trouver une solution, a dit maman avec désinvolture. Peut-être que certaines de tes affaires peuvent aller dans un entrepôt. Vous les jeunes avez trop de choses. Quoi qu'il en soit, j'ai essayé d'expliquer que je travaille à domicile, que mon bureau n'est pas seulement un luxe, mais une nécessité, que la chambre d'amis a mon circuit de train miniature sur lequel je travaille depuis 2 ans, que j'ai spécifiquement acheté une maison de cette taille pour avoir de l'espace pour mes loisirs et mes centres d'intérêt. Loisirs? Papa a en fait ricané. James, tu as 27 ans. Il est temps de penser à autre chose qu'à des loisirs. Ton frère a de vraies responsabilités. Et moi, je n'en ai pas, ai-je rétorqué. Mon prêt immobilier n'est pas une vraie responsabilité? Mon travail n'est pas réel parce que je n'ai pas d'enfant? Maman a tendu la main à travers la table et m'a tapoté la main comme si j'étais un enfant qui faisait une crise de colère. Chérie, nous savons que tu travailles dur, mais tu dois admettre que cette maison est trop grande pour une seule personne. C'est du gaspillage. Au moins, de cette façon, l'espace est utilisé correctement. Correctement, comme si mon utilisation de ma propre maison était incorrecte. Ils avaient tout prévu. Michael aiderait pour les courses en échange d'un logement gratuit, juste jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied, maman m'a assuré, bien qu'elle ne puisse pas dire combien de temps cela pourrait prendre. Les enfants ne seraient pas du tout un problème parce que Jennifer est une mère merveilleuse. Ils avaient déjà discuté des règles de la maison. Apparemment, je devrais faire attention à l'heure du coucher des enfants et faire moins de bruit après 20 heures. Règles de la maison? J'ai ri, mais ce n'était pas drôle. Vous fixez des règles pour ma maison. Ne sois pas égoïste, James, la voix de maman est devenue vive. Tu veux vraiment que la famille de ton frère soit à la rue? Tu veux que tes neveux et nièces soient sans abri? Quel genre de personne accapare de l'espace pendant que sa famille souffre? Le chantage affectif a été déployé avec expertise. Maman est une experte en la matière. Elle a continué en disant à quel point ils étaient fiers lorsque j'ai acheté la maison, comment ils se vantaient auprès de tous leurs amis de leur fils prospère. Mais apparemment, cette fierté venait avec des conditions qui pouvaient me manipuler pour que j'abandonne mon autonomie dès que quelqu'un d'autre avait besoin de ce que j'avais. J'ai souligné qu'ils avaient une maison de 4 chambres avec seulement eux deux. Si la famille est de la famille, pourquoi ne proposaient-ils pas? Ne sois pas ridicule, a dit papa. Nous sommes à la retraite. Nous avons besoin de notre paix et de notre tranquillité. Mais pas moi. Je n'étais pas à la retraite. Je travaillais depuis cette même maison. La conversation tournait en rond. Chaque préoccupation pratique que je soulevais était rejetée. Chaque plaidoyer émotionnel était accueilli par la culpabilité. Chaque argument logique était contré par l'obligation familiale. À la fin, il ne faisait même plus semblant de demander. Il m'informait de ce qui se passait. Le pire, c'était la préméditation. Ce n'était pas un plaidoyer désespéré de Michael. C'était une attaque coordonnée. Ils avaient planifié ce dîner, planifié leurs arguments, planifié de le présenter comme un fait accompli pour me manipuler et me faire céder. Ils savaient que j'aurais plus de mal à dire non s'ils avaient déjà tout mis en branle. En partant, maman m'a serré dans ses bras et m'a chuchoté, « Je suis si fier que tu fasses ça. Tu es un si bon frère. » Je n'avais rien accepté, mais dans leur esprit, mon silence valait consentement. C'était il y a 5 jours. Depuis, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Michael envoie des SMS constamment, gratitude pour ma générosité, photos des enfants dessinant des cartes de remerciement pour l'oncle James, questions sur la logistique du déménagement. Jennifer m'a envoyé un tableau Pinterest qu'elle a créé pour notre nouvelle maison, avec des idées de décoration pour la chambre des enfants, mon bureau. Mes parents envoient des SMS quotidiens pour me rappeler d'être là pour le déménagement, comme si j'organisais une fête au lieu d'être envahi.
La famille élargie a également commencé à me contacter. Apparemment, la nouvelle de mon geste altruiste a fait le tour. Ma tante m'a traité de bénédiction. Ma cousine a dit qu'elle souhaitait que ses frères et sœurs soient aussi généreux que moi. Ma grand-mère a envoyé une carte avec $50 pour que j'achète quelque chose de joli pour la chambre des enfants. Je n'ai répondu à personne. Je ne peux pas parce que si j'ouvre la bouche, je vais hurler. Si je commence à taper, je vais dire des choses que je ne pourrai pas reprendre. Je suis paralysé entre la fureur et la culpabilité, entre tenir bon et préserver la paix. Mais la paix pour qui? Certainement pas pour moi. Je n'arrête pas de me promener dans ma maison, en touchant des choses comme si elles avaient déjà disparu, mon bureau avec son bureau soigneusement organisé, ses 2 écrans et le circuit de train miniature que j'ai passé d'innombrables soirées à perfectionner, la chambre d'amis avec son coin lecture où je passe les dimanches matins avec un café et un livre, le salon aménagé exactement comme je l'aime avec mon installation de jeu et le canapé positionné parfaitement pour les soirées cinéma. Dans 5 jours, tout cela aura disparu, transformé en une maison familiale chaotique où je ne suis pas la famille, juste le propriétaire qui se trouve aussi vivre là, où ma paix soigneusement cultivée est brisée par les cris des enfants, les meubles déplacés et le rappel constant que ce qui est à moi n'est pas vraiment à moi si quelqu'un d'autre en a plus besoin. J'ai travaillé si dur pour cette maison, j'ai fait tellement de sacrifices, et maintenant on s'attend à ce que je la cède avec le sourire parce que la famille est de la famille, mais seulement apparemment quand c'est moi qui aide. Suis-je fou? Suis-je égoïste? Ou suis-je juste une personne qui voulait une chose qui soit vraiment à elle? Mise à jour 1, publiée 5 jours plus tard. Je voulais remercier tous ceux qui ont répondu à mon message initial. Vos commentaires m'ont donné le courage d'au moins essayer de me défendre. J'ai appelé Michael le lendemain matin après avoir lu vos conseils. J'ai essayé d'être calme, raisonnable, j'ai expliqué que nos parents avaient dépassé les bornes, que même si je voulais aider, faire emménager toute sa famille n'était pas faisable. J'ai proposé de l'aider à chercher des locations abordables, peut-être même à payer une caution si nécessaire. Il n'a pas répondu. J'ai laissé un message vocal. Puis j'ai envoyé un SMS, en expliquant tout clairement, comment nos parents m'avaient tendu une embuscade, comment je n'avais pas réellement accepté, comment nous devions trouver une solution différente. J'étais fier de ce SMS. Il était ferme mais gentil, offrant des alternatives tout en maintenant des limites. Il n'a pas répondu à cela non plus. Ce qu'il a fait, c'est se présenter il y a 2 jours avec un camion Huol. J'étais allé chercher du café, juste un aller-retour de 20 minutes à mon endroit préféré pour un latte matinal et un peu de paix pour réfléchir. Quand j'ai tourné dans ma rue, il était là, un énorme camion Huol bloquant partiellement mon allée, sa rampe abaissée, des meubles déjà déchargés sur ma pelouse. Je me suis garé n'importe comment et j'ai couru pour trouver Michael dirigeant de déménageurs, de vrais déménageurs professionnels, portant un lit superposé à travers ma porte d'entrée. Ma porte d'entrée, qui était maintenue ouverte comme si c'était le jour de l'emménagement dans un dortoir universitaire. Michael, qu'est-ce que... Il s'est retourné, souriant, et a même eu l'audace d'essayer de me serrer dans ses bras. Le voilà, l'homme du moment. Maman a dit que tu pourrais être timide à ce sujet, mais je savais que tu allais te montrer à la hauteur. Timide? Timide? Comme si j'étais un enfant timide, effrayé d'accepter les éloges pour ma générosité. À l'intérieur, c'était pire. Jennifer était dans ma cuisine, en train de réorganiser les placards. Oh, bien, tu es là, a-t-elle gazouillé. J'essayais de trouver le meilleur système. Où gardes-tu tes Tupperware? Je vais devoir sécuriser ces placards inférieurs pour les enfants. Les enfants couraient dans tous les sens. Thomas avait trouvé ma Xbox et demandait si j'avais des jeux appropriés. Ashley sautait sur mon canapé avec ses chaussures. Henry, le doux Henry de 3 ans, dessinait sur le mur de mon couloir avec un crayon bleu. Jennifer, ai-je crié, il dessine sur le mur. Elle a jeté un coup d'œil avec désinvolture. Oh, ce n'est pas grave. Nous allons le repeindre. Les enfants ont besoin de s'exprimer. Nous n'étouffons pas la créativité dans notre famille. Notre famille dans ma maison avec mes murs. J'ai attrapé le bras de Michael et je l'ai traîné dehors. Je n'ai jamais accepté ça. Je t'ai envoyé un SMS. Je t'ai appelé. Ça ne se fait pas. Son visage a subi cette transformation bizarre, confusion, blessure, puis une sorte de condescendance inquiète. James, mon pote, je sais que c'est un grand pas pour toi. C'est normal d'être nerveux à propos du changement. Mais maman a tout expliqué.
Tu y réfléchis trop. Je ne réfléchis trop à rien. C'est ma maison, non? Et maintenant c'est notre maison, a-t-il dit lentement, comme si j'avais du mal avec les concepts de base. Juste temporairement, jusqu'à ce que je me remette sur pied, ce qui est. Il a haussé les épaules. Jennifer pense que d'ici l'été prochain, nous aurons peut-être assez d'économies pour avoir notre propre logement. L'économie, tu sais, l'été prochain. Nous étions en octobre. C'est alors que la cavalerie est arrivée. La voiture de mes parents s'est garée comme s'ils avaient tourné en rond dans le quartier en attendant leur signal. Ils sont sortis avec la synchronisation maîtrisée de personnes qui avaient répété ça. Oh, bien, tu es à la maison, a dit maman d'un ton enjoué. Nous étions inquiets que tu rates le grand jour. Ce qui a suivi a été une masterclass de manipulation. Chaque inquiétude que je soulevais était détournée. Chaque limite que j'essayais de fixer était piétinée. Je faisais une scène devant les déménageurs. Je confusais les enfants qui étaient si excités à l'idée de leur nouvelle maison. J'étais difficile alors que Michael avait déjà rendu son appartement. N'avais-je pas reçu son préavis? Non. Eh bien, la communication pourrait être améliorée de tous les côtés. Papa a sorti les gros moyens. Ton frère aurait pu emménager chez nous, mais nous avons suggéré ta maison parce que nous pensions que tu voudrais être celui qui aide. Nous pensions t'avoir mieux élevé que ça. Voilà, la carte de la déception. Mais le coup de grâce est venu de Michael. Écoute, Jamie, il ne m'appelle Jamie que lorsqu'il essaie de jouer le rôle du grand frère, je comprends. Tu as vécu la vie de célibataire. Pas de responsabilité, juste tes jouets et tes jeux. Mais parfois, la vie nous demande plus. Parfois, nous devons nous montrer à la hauteur et être des hommes, pas seulement des garçons. Jouer à la famille. Jouer à la famille dans la maison que j'ai achetée avec l'argent que j'ai gagné, au travail qu'il avait l'habitude de se moquer en disant que c'était juste taper toute la journée. Pendant que nous nous disputions, les déménageurs ont continué à travailler. Boîte après boîte, lit après lit, tout le contenu d'un ménage de 5 personnes a afflué dans ma maison de 3 chambres comme de l'eau rompant un barrage. Au moment où ma famille m'avait réduit au silence abasourdi, c'était fini. Le camion était vide. Les déménageurs étaient payés, par mes parents, j'ai noté qu'ils avaient de l'argent pour les déménageurs, mais pas pour aider Michael avec son loyer. Jennifer avait accroché leurs photos de famille dans mon salon. Les enfants avaient revendiqué leurs espaces. Mon bureau était déjà en train d'être démonté pour faire de la place pour des lits superposés. Le bureau temporaire de Michael, une table pliante avec son ordinateur portable, était installé là où se trouvait mon fauteuil de lecture. Tu vois, a dit maman, en examinant le chaos avec satisfaction. Tout s'intègre parfaitement. On dirait que cette maison était faite pour une famille. Cette nuit-là, après qu'il m'ait finalement laissé seul dans ma propre chambre, le seul espace encore reconnaissable, Michael a frappé. On peut parler de frère à frère? De frère à frère, pas de locataire à propriétaire, pas d'invité à hôte, de frère à frère, comme si cette relation primait sur toutes les autres, y compris ma relation à ma propre propriété. Il s'est assis sur mon lit sans y être invité et m'a fait tout un discours sur la gratitude et la famille, et sur le fait qu'il savait que c'était dur pour moi, mais qu'il appréciait le sacrifice. Il a promis qu'ils seraient les parfaits invités, respectueux, propres, calmes. Les enfants sont juste excités, a-t-il expliqué quand nous avons entendu un fracas venant du fond du couloir. Ils vont s'installer. Puis il a lâché la bombe qui résonne dans ma tête depuis, en plus, maman et papa ont raison. Tu as vraiment besoin de tout cet espace pour quoi faire? Tu es célibataire. Pas de petit ami, pas d'enfant. Au moins, maintenant, la maison aura un peu de vie, un peu de but. Un but comme ma vie, mon confort, ma paix, rien de tout cela n'était un but suffisant. Jennifer a frappé ensuite, tenant une feuille de papier plastifié. J'ai fait ça, a-t-elle annoncé fièrement. Des règles de maison, pour ma maison, comprenant. Heure de silence, de 20h à 7h pour les enfants. Un horaire de salle de bain pour éviter les conflits. Un roulement pour le nettoyage de la cuisine. Heure du dîner familial, 18h pile. Participation obligatoire. Réunion familiale hebdomadaire, le dimanche à 14h. Pas d'invité après 21h sans l'approbation de la famille. Le contenu de la télévision doit être adapté à la famille jusqu'à l'heure du coucher. Je sais que ça semble beaucoup, a-t-elle dit, prenant mon silence choqué pour de la confusion, mais la structure est si importante pour les enfants. Tu vas t'y habituer.
Je tape ceci à 3 heures du matin parce que Henry a fait un cauchemar et ses cris ont réveillé toute la maison. Jennifer a frappé à ma porte pour me demander si je pouvais vérifier le placard pour les monstres parce que l'oncle James est plus courageux que papa, et Michael a besoin de dormir pour chercher du travail. Je me cache dans ma propre chambre dans ma propre maison, en regardant des annonces de location sur mon téléphone parce que je n'imagine pas vivre comme ça. Les commentaires sur mon dernier message avaient raison. J'aurais dû arrêter ça immédiatement. Mais j'ai été élevé pour être le bon fils, le frère serviable, celui qui ne fait jamais de vagues. Maintenant, je me noie dans les vagues qu'ils ont créées dans ma vie, et ils sont tous debout sur le rivage à applaudir ma façon de nager. Mise à jour 2, postée 3 semaines plus tard. Cela fait 3 semaines que je vis dans ce que je ne peux que décrire comme une occupation de ma propre maison sur le thème de la famille. Chaque jour apporte de nouvelles violations de mon espace, de ma paix et de ma santé mentale. J'ai commencé à tenir un journal pour tout documenter, en partie pour des raisons juridiques, plus d'informations à ce sujet plus tard, et en partie pour me rassurer que je ne deviens pas fou. La première semaine a consisté à établir la domination. Désolé, je veux dire, à s'installer. Jennifer a systématiquement parcouru chaque pièce, en réarrangeant tout pour que ce soit adapté aux enfants et plus fonctionnel pour une famille. Ma cuisine est devenue méconnaissable. Ma cafetière, que j'utilisais tous les matins au même endroit depuis 2 ans, a été reléguée sur une étagère haute pour faire de la place à un chauffe-biberon. Quand j'ai fait remarquer qu'Henry a 3 ans et n'utilise pas de biberon, elle a ri et a dit que c'était pour réchauffer son lait au chocolat parce qu'il est difficile en matière de température. Mon salon s'est transformé en garderie. Mon téléviseur de 65 pouces, pour lequel j'avais économisé des mois, couvert d'empreintes digitales et de traces de mains collantes en quelques jours. Les services de streaming ont tous été verrouillés avec des contrôles parentaux. Ma collection de films soigneusement sélectionnés a été mise en carton parce que certaines de ces couvertures sont effrayantes pour les enfants. Ce sont des DVD rangés dans un placard fermé, remarquez bien, mais le véritable coup de force est venu quand ils ont annexé le garage. J'en utilisais la moitié comme atelier. Rien d'extravagant, juste un établi, quelques outils et des projets à différents stades. C'était mon refuge, mon espace créatif. Michael a décidé que c'était un danger pour la sécurité et qu'il fallait le vider temporairement. Il a vendu mes outils. Permettez-moi de le répéter. Il a vendu mes outils. Je suis rentré du travail et je l'ai trouvé en train de charger ma scie à table dans le camion d'un inconnu. Ne t'inquiète pas, a-t-il dit, en comptant de l'argent. J'ai obtenu un bon prix. Cela aidera pour les fournitures scolaires des enfants. Il m'a remis $300 pour des outils qui valaient au moins $3000 et a agi comme s'il me rendait service. Maintenant, tu n'as plus à te soucier de l'entretien de tout ce matériel. Quand j'ai explosé, oui, j'ai finalement perdu mon sang-froid, Jennifer s'est immédiatement jetée sur les enfants. Oncle James a de grandes émotions, a-t-elle annoncé comme si j'étais l'un de ses bambins. Laissons-lui de l'espace pour se calmer. Ils ont évacué mon salon comme si c'était un site de bombardement, me laissant là, tremblant de rage, traité comme un élément instable dans ma propre maison. Le gaslighting est constant. Chaque plainte est accueillie avec une préoccupation pour mes problèmes d'adaptation. Chaque limite que j'essaie de fixer rend les choses difficiles pour les enfants. Quand j'ai verrouillé la porte de ma chambre pour travailler en paix, Jennifer a envoyé un SMS à la conversation de groupe de la famille, à laquelle j'ai été ajouté sans mon consentement, qu'elle était inquiète que James s'isole et que peut-être j'avais besoin de parler à quelqu'un de mes tendances antisociales. Michael, quant à lui, a pleinement embrassé son rôle de patriarche de notre maison. Il a changé les mots de passe Internet pour la sécurité des enfants. Il a rencontré des voisins pour discuter des options de clôture, se présentant comme l'homme de famille qui s'occupe de l'endroit. Il a même accepté un colis pour moi et l'a ouvert parce que nous ne gardons pas de secrets dans une maison familiale. C'était une carte graphique à $600 que j'avais commandée pour mon installation de jeu, qu'il a jugée excessive et qu'il a proposé de renvoyer pour moi puisque cet argent pourrait être mieux dépensé pour les besoins de la famille. C'est là que j'ai craqué et appelé un avocat. Il s'avère que la situation juridique est compliquée mais pas désespérée. Puisqu'ils n'ont pas payé de loyer et qu'il n'y a pas de bail, ce sont des invités, pas encore des locataires. Mais si je laisse cela continuer beaucoup plus longtemps, ils pourraient revendiquer des droits de location. L'avocat m'a conseillé de tout documenter et de signifier un avis de départ formel dès que possible. Mais cela ne résoudra pas le problème familial, a-t-il averti. Ces situations deviennent laides. C'était déjà laid. C'est devenu plus laid quand j'ai commencé à résister.
J'ai changé le mot de passe du Wi-Fi et j'ai refusé de le partager tant que nous n'aurions pas discuté des dépenses du ménage. La réponse de Michael? Il a convoqué une réunion de famille. Mes parents sont venus pour arbitrer dans ma maison où j'ai été mis en procès pour être financièrement agressif avec la famille. Si l'argent est serré pour toi, a suggéré papa, peut-être t'es-tu surestimé en achetant cette maison. L'argent n'était pas serré. Subvenir aux besoins de 5 personnes supplémentaires était serré. Mais souligner cela faisait de moi le méchant qui se concentrait sur les choses matérielles plutôt que sur la famille. La réunion s'est terminée avec eux décidant, oui, décidant sans ma participation, que j'avais besoin de voir un thérapeute au sujet de mes problèmes de contrôle et de mon incapacité à partager. Jennifer avait déjà fait des recherches sur certains qui acceptaient mon assurance. N'était-ce pas gentil de sa part? C'est là que le journal est devenu documentation. Chaque décision prise sans moi. Chaque objet déplacé, enlevé ou détruit. Chaque fois que j'étais traité comme un problème à gérer plutôt que comme le propriétaire de la maison. Les enfants, je l'admets, me brisent un peu le cœur. Ils n'ont rien demandé de tout ça. Thomas m'a demandé pourquoi je ne souriais plus. Ashley m'a fait un dessin de notre maison familiale heureuse avec moi debout sur le côté, l'air triste. Henri court toujours me faire un câlin tous les matins, même si je peux à peine trouver de l'enthousiasme. Mais leurs parents les utilisent comme des armes de guerre émotionnelle. Toute résistance est accueillie par « tu contraries les enfants » ou « pense à la leçon que cela leur enseigne ». Quand j'ai mis un verrou à la porte de ma chambre, Jennifer a expliqué aux enfants, à voix haute et à portée d'oreille, qu'oncle James a besoin de temps privé parce qu'il n'est pas habitué à avoir une famille aimante autour de lui. La semaine dernière, c'était Thanksgiving. J'avais prévu de la passer seule dans une paix bénie, peut-être de commander de la nourriture chinoise et de regarder des films en boucle. Mais non, Jennifer avait invité les 2 pères de grands-parents chez nous pour un Thanksgiving en famille. Elle avait déjà acheté une dinde avec ma carte de crédit. Elle avait mémorisé les numéros de cette seule fois où j'avais commandé une pizza pour tout le monde. Je pensais que tu voudrais accueillir, a-t-elle expliqué, puisque c'est la plus grande maison de la famille. J'ai passé Thanksgiving à être traité comme un invité à ma propre table dans ma propre maison, à manger de la nourriture achetée avec mon argent, tandis que tout le monde louait Michael et Jennifer pour avoir réuni la famille et moi pour avoir enfin ouvert ma maison et mon cœur. Ma grand-mère m'a tiré à part après le dîner. C'est tellement agréable de voir cette maison pleine de vie, a-t-elle dit. C'était tellement triste de penser à toi ici tout seul. Maintenant, c'est une vraie maison. Une vraie maison. Parce qu'apparemment ma vie, mon confort, ma paix solitaire, rien de tout cela n'était réel. Le point de rupture est survenu hier. Je suis rentré d'une journée de travail brutale. Un client m'avait hurlé dessus pendant 1 heure à propos d'un bug qui s'est avéré être une erreur de l'utilisateur, désespéré d'avoir juste 10 minutes de calme. Au lieu de cela, j'ai trouvé un entrepreneur dans mon salon avec Michael, discutant de la transformation du garage en une véritable salle de jeu. Nous ne faisons qu'obtenir des estimations, a dit Michael avec désinvolture. Ne t'inquiète pas, nous allons tout gérer. Gérer tout dans la maison. Je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai rappelé l'avocat. Rédiger les papiers, ai-je dit. Je veux qu'ils partent. Vous réalisez que cela va probablement anéantir vos relations familiales, a-t-il averti. J'ai regardé autour de ma chambre, les seuls 14 mètres carrés dans cette maison de 167 mètres carrés qui m'appartenait encore, et j'ai dit, bien. Dernière mise à jour. Posté 3 mois après le post initial. Ça y est. La fin de ce chapitre bizarre de ma vie, bien que je soupçonne que c'est aussi la fin de ma relation avec la plupart de ma famille. Je suis étrangement en paix avec ça. Après ma dernière mise à jour, j'ai signifié à Michael un avis de départ formel, 30 jours pour quitter ma propriété. Je l'ai fait correctement, je l'ai fait signifier légalement, j'ai tout documenté, j'ai suivi les conseils de mon avocat à la lettre. J'ai installé des caméras de sécurité dans tous les espaces communs, légal dans mon état puisque c'est ma maison, et j'ai commencé le compte à rebours. Les retombées ont été immédiates et spectaculaires. Michael a d'abord essayé d'en rire. Très drôle, Jamie. Je comprends. Tu es stressé. Eh bien, essaie de garder les enfants plus silencieux. Quand il a réalisé que j'étais sérieux, il est passé à la colère. Comment pouvais-je faire ça à mon propre frère? À mes neveux et nièces? Quel genre de monstre jette une famille à la rue? Jennifer s'est transformée en maman ours. Elle m'a traité de sans cœur, d'égoïste,
probablement de sociopathe. Elle a dit aux enfants qu'oncle James ne les aimait plus, ce qui a conduit Ashley à sangloter devant la porte de ma chambre, demandant ce qu'elle avait fait de mal. Ça a failli me briser. J'ai dû expliquer à travers la porte, parce que je ne pouvais pas l'ouvrir sans que Jennifer ne se jette sur moi, que je l'aimais beaucoup mais que parfois les adultes ont besoin de leurs propres espaces. Mes parents ont, comme prévu, perdu la tête. Maman s'est présentée le lendemain en pleine crise d'hystérie. « Comment as-tu pu nous faire ça » a-t-elle pleurniché, non pas à Michael, mais à eux. Parce qu'apparemment tout ça concernait leur image de famille parfaite. Papa était plus froid. « Tu es mort pour moi » a-t-il dit doucement. « Je n'ai plus qu'un seul fils maintenant. »« Bien » ai-je répondu. « Il peut emménager chez vous. » C'est là que la vérité a commencé à éclater. Ils ne voulaient pas que la famille de Michael vive avec eux. Maman avait besoin de son atelier d'artisanat. Papa ne pouvait pas supporter le bruit avec ses migraines. Leur maison était leur sanctuaire, mais la mienne? La mienne n'était qu'un espace gaspillé qui devrait être reconnaissant d'avoir un but. La famille élargie a pris parti. Certains étaient consternés par ma cruauté. D'autres, surtout ceux qui avaient déjà hébergé la famille de Michael, me soutenaient discrètement. Ma tante a appelé pour dire qu'elle comprenait. Nous les avons eus pendant 2 semaines une fois, a-t-elle dit. Plus jamais. Alors que les 30 jours défilaient, les choses ont dégénéré. Michael a cessé tout semblant de chercher un emploi. Pourquoi s'embêter quand son frère sans cœur les jetait de toute façon? Jennifer a rendu la maison insupportable, musique forte pendant mes heures de travail, enfant qui faisait irruption accidentellement dans ma chambre pendant les appels vidéo, dégâts partout car elle avait cessé même le nettoyage de base. Ils ont tout essayé. Les voyages de culpabilité à propos des enfants, les menaces d'abandon familial, même les tentatives de revendiquer des droits de location, rapidement mises à mal par mon avocat. Michael a proposé de payer un loyer, 5 cents par mois pour 5 personnes dans une maison de 3 chambres. Quand j'ai ri, il m'a accusé d'être avide d'argent. 2 semaines avant la date limite, j'ai fait une découverte qui expliquait beaucoup de choses. En visionnant les images de sécurité après la disparition de mon casque de jeu, j'ai surpris Michael dans ma chambre en train de fouiller dans mon bureau. Il a trouvé et photographié mes documents financiers, relevés bancaires, comptes d'investissement, tout. Il s'avère qu'il avait dit à tout le monde que j'étais riche, assis sur des piles d'argent pendant que sa famille luttait. La vérité? Je suis à l'aise. Je budgétise soigneusement, j'économise agressivement et je vis en dessous de mes moyens. Mais pour quelqu'un comme Michael, avoir des économies signifie que vous êtes riche et donc obligé de partager. Je l'ai confronté aux images. Sa réponse? Je savais que tu cachais quelque chose. Tu pourrais facilement subvenir à nos besoins. Tu es juste égoïste. C'est alors que Jennifer a fait sa plus grande erreur. Elle a essayé de rallier les troupes en publiant sur Facebook un long post dramatique sur la façon dont ses enfants étaient rendus sans abri par leur oncle cruel qui avait choisi ses jouets coûteux plutôt que la famille. Elle a tagué tous ceux que nous connaissions. J'ai répondu avec des images de sécurité, Michael fouillant dans mes affaires. Jennifer jetant ma nourriture pour faire de la place à la leur. Les enfants détruisant ma propriété pendant que leurs parents regardaient. Michael sur son ordinateur portable en train de trader des crypto-monnaies au lieu de chercher un emploi. La visite de l'entrepreneur planifiant des rénovations dans ma maison. Le vent a tourné. Soudain, des gens m'envoyaient des messages en privé en partageant leurs propres histoires d'avoir été utilisés par leur famille. Plusieurs cousins ont admis qu'on les avait mis en garde contre le fait de prêter de l'argent à Michael. D'anciens collègues ont mentionné qu'il avait été licencié pour une cause justifiée, et non mis à pied. À 5 jours de l'expiration de la vie, mes parents ont fait une dernière tentative. Ils m'ont invité à dîner chez eux pour résoudre ça comme des adultes. J'y suis allé, en partie par curiosité et en partie pour enregistrer la conversation, légale dans mon état, avec le consentement d'une seule partie. C'était une embuscade. Pas seulement mes parents, mais Michael, Jennifer, leur pasteur et l'oncle de mon père, tous là pour me intervenir ou pour que je les laisse rester. Le pasteur a parlé de charité chrétienne. Mon oncle a parlé de loyauté familiale. Maman a pleuré à propos de petits-enfants à la rue. Où sont-ils censés aller, a demandé maman. Chez vous, ai-je dit simplement. Vous avez 4 chambres. Nous ne pouvons pas gérer les enfants à notre âge, a protesté papa. Mais je peux le faire tout en travaillant à temps plein dans une maison que je paie?
Le pasteur a suggéré que j'étais trop attaché aux biens terrestres. J'ai demandé s'il aimerait héberger la famille de Michael. Il a refusé. C'est alors que j'ai lâché ma bombe. J'ai déjà mis en place une société de gestion immobilière. Après votre départ, je vais louer les 2 chambres d'amis. Prix du marché. Les revenus locatifs m'aideront à reconstituer mes économies après avoir subvenu aux besoins de 5 personnes supplémentaires pendant des mois. L'explosion a été glorieuse. Je choisissais l'argent plutôt que la famille. J'étais sans cœur. J'étais probablement gay, la contribution de Jennifer, puisqu'aucun homme normal ne choisirait la solitude plutôt que la vie de famille. Peut-être que je choisis l'argent, ai-je dit, en me levant pour partir. Tout comme vous avez choisi ma maison plutôt que la vôtre. Tout comme Michael a choisi le trading de crypto-monnaies au lieu de chercher un emploi. Tout comme vous avez tous choisi de me traiter comme une ressource plutôt que comme une personne. Je les ai laissés là, sans voix. Le jour du déménagement était hier. Ils ont attendu jusqu'au dernier moment possible, espérant probablement que je cède. Je ne l'ai pas fait. J'ai engagé moi-même des déménageurs pour m'assurer que tout se déroule bien et que rien de ce qui m'appartient ne parte accidentellement avec eux. Michael a fait une dernière tentative. Où sommes-nous censés aller ? A-t-il demandé alors que le dernier carton était chargé. Chez maman et papa, ai-je répondu. Ils n'ont pas de place pour nous. Moi non plus. Jennifer a précipité les enfants devant moi sans leur permettre de dire au revoir. Maman et papa se sont présentés pour me lancer des regards noirs depuis leur voiture. Aucun d'eux ne m'a parlé. Hier soir, je me suis assis dans ma maison vide et silencieuse pour la première fois en 3 mois. J'ai commandé de la nourriture chinoise. J'ai regardé un film interdit aux moins de 17 ans dans mon salon. J'ai marché en caleçon. J'ai utilisé ma cuisine sans demander la permission ni en fonction de l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. C'était glorieux. Ce matin, je me suis réveillé avec 47 messages textes. Michael et Jennifer sont chez mes parents, et ça ne se passe pas bien. L'atelier d'artisanat de maman est maintenant une chambre d'enfant. Papa gère le bruit pendant ses siestes de l'après-midi. Jennifer essaie de réorganiser la cuisine de maman. Ils sont tous malheureux. Bien. J'ai bloqué la plupart d'entre eux, les singes volants qui pensent que la famille signifie être un paillasson, les parents qui pensent qu'avoir de l'espace signifie le devoir aux autres, les parents qui me voyaient comme une extension d'eux-mêmes plutôt que comme un individu. J'ai gardé le dessin d'Ashley de notre maison familiale heureuse. Cela me rappelle que l'amour ne signifie pas laisser les gens profiter de vous, que la famille n'est pas une question d'obligation, mais de respect mutuel, que parfois la meilleure chose que vous puissiez faire pour tout le monde est de dire non. Ma thérapeute, celle que j'ai choisie moi-même, pas celle sur laquelle Jennifer a fait des recherches, dit que je suis en deuil. Pas seulement les relations familiales, mais l'illusion de ce qu'elles étaient. Le fantasme que ma famille m'aimait pour moi, pas pour ce que je pouvais fournir. Ça fait mal, mais c'est une douleur propre, comme remettre un os cassé en place pour qu'il puisse guérir correctement. La maison est à nouveau à moi. Je transforme le bureau en arrière lentement, savourant chaque meuble remis à sa place. La chambre d'amis restera une chambre d'amis pour les amis qui respectent les limites et demandent avant de visiter. Le garage aura de nouveaux outils éventuellement quand j'aurai reconstitué mes économies. Je ne suis pas le fils ou le frère qu'il voulait que je sois, le donateur éternel, la ressource familiale, le récipient vide à remplir de leurs besoins. Je suis juste James, un célibataire avec une maison de 3 chambres qui est exactement de la bonne taille pour une personne qui aime son espace. Et c'est suffisant. À tous ceux qui sont confrontés à des situations similaires, vous n'êtes pas obligés de vous immoler par le feu pour garder les autres au chaud. Votre espace est le vôtre. Votre vie est la vôtre. Le mot famille n'est pas une clé passe-partout qui déverrouille vos limites. Parfois, aimer quelqu'un signifie dire non. Parfois, la meilleure famille est celle que vous choisissez, pas celle dans laquelle vous êtes né. Ma maison est calme maintenant, paisible, à moi, et pour la première fois depuis des mois, je suis chez moi.